Feuer-Hahn, qui est notre orateur d'aujourd'hui. Donc, il est directeur de recherche en histoire des sciences et des savoirs, donc au centre Alexandre Coiré. Bon, poste enviable quand on s'intéresse aux sciences et aux savoirs, bien sûr. Il co-dirige la revue en histoire des sciences humaines et actuellement, il travaille à une histoire du milieu qui, pas tout, d'après ce que j'ai compris, pas dans la lignée pas dans la lignée de Canguilhem, mais plutôt en rapport avec le, le milieu au sens d'Umwelt, c'est-à-dire de milieu dans lequel la vie animale peut se développer. Mais ça, c'est pas notre propos d'aujourd'hui. Notre propos d'aujourd'hui, c'est plutôt donc Max Weber et les sciences de la culture. Donc ça, c'est un sujet que je pense il connaît vraiment très très bien, puisque il a commencé à s'interroger sur ce problème avec sa thèse de doctorat en 2007 concernant les rapports entre la sociologie et la psychologie. Et il a été mis, du fait de cette recherche, comment dire, il a été dirigé vers un article d'épistémologie de Max Weber qui est Rocher et Kneis et le problème, si je me souviens, les problèmes logiques de l'économie politique historique, qu'il a traduit donc récemment dans un livre qui vient de paraître, là, fort intéressant, dans lequel non seulement on a la traduction, mais aussi un commentaire vraiment fouillé et détaillé des enjeux de l'époque, et en particulier de la Methodenstreit, la querelle des méthodes, dans laquelle Max Weber a été immédiatement pris, ainsi que bien d'autres, hein, qui est un sujet vraiment passionnant, quoi. Cette querelle qui a commencé vers 1850, quand Droysen a avancé les deux termes comprendre et expliquer, et qui s'est développée et atteint son apogée vers la fin du 19e siècle, mais je dirais qu'il dure encore, puisque les problèmes y sont liés sont toujours présents dans l'actualité des recherches, que ce soit en psychologie, que ce soit en sociologie, l'anthropologie, etc. Donc, mais en même temps, c'est quelque chose qui est extraordinairement embrouillé, je dirais, parce que de très nombreux auteurs euh, ont participé au débat, de grands auteurs. Donc, ce qu'on espère, c'est que Wolf Feuerhahn va nous expliquer tout ça assez simplement, de façon qu'on puisse bien tout comprendre. Donc, je lui passe la parole. Si Marie-Vonne veut bien. Oui, oui, bien sûr. Merci. Pour une quarantaine de minutes environ, mais 50, enfin bon, voilà. Allez-y, Monsieur Feuilleran, et après, ça donnera lieu à des questions jusqu'à 19h15. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de couper vos micros si, il peut y avoir du bruit autour de vous. On ne l'entendra pas. Je vous remercie. Ben, c'est vous que je remercie déjà, donc à la fois François Rastier et puis tous deux de cette présentation et de cette invitation. Alors, si j'ai bien compris, l'objectif du séminaire, il est de lire ou de relire un certain nombre d'œuvres que vous considérez comme relevant des sciences de la culture ou traitant de ces questions. J'ai regardé une ou deux vidéos disponibles en ligne. Je vais essayer de le faire et d'être aussi pédagogique que possible en matière enfin, concernant Max Weber, étant donné que la chose n'est pas nécessairement toujours évidente. Je vais le faire en... Alors, j'avais prévu un PowerPoint, il faut que je remette partager l'écran. Juste un instant. Et sauf que maintenant, il ne me permet pas de partager. Euh, Bon, je reviens comme ça. Un instant. Suite. Voilà. Est-ce que là, vous voyez le PowerPoint? Oui, très bien. On voit votre Donc, écran. si je le mets Voilà. en diaporama, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est Oui, parfait. c'est mieux? Ok. C'est parfait. Merci. D'accord, bon, bah, tant mieux. C'est déjà ça. Mhm. Faute d'avoir déjà Merci. expliqué, au moins, on s'y repère.
Donc effectivement, bon, c'est une enquête au long cours que j'ai menée, que je ne pourrais pas vous résumer dans son intégralité, ni vous retracer honnêtement dans le temps imparti. J'ai essayé de donner quelques clés, et puis j'espère que la discussion me permettra aussi de clarifier des choses qui n'auraient pas été claires dans l'exposé. Je vais essayer d'être le plus pédagogue possible et d'essayer d'élucider un peu pourquoi ça m'a intéressé de travailler sur ces questions et qu'est-ce qu'il en ressort euh, avec une approche particulièrement contextualiste, on va dire, puisque mon défi, c'était précisément face à une bibliothèque weberienne gigantesque dont je suis loin d'avoir fait le tour, d'essayer de revenir à partir du texte et de reconstituer le contexte d'interlocution, de débat et de polémique autour de ces questions des sciences de la culture et en quoi est-ce que précisément cette notion de Kulturwissenschaft ne pouvait être un objet conflictuel à l'époque. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer et surtout, comme dit, vous pouvez aussi tout à fait m'interrompre au cours de l'exposé. Alors, euh, euh, donc la première chose, donc, c'est revenir sur le choix de ce titre que j'ai donné au volume, hein, qu'est-ce que les sciences de la culture, et non pas le titre du texte principal qui est traduit. Dans le volume, il n'y a pas uniquement ce texte qui est traduit, il y a aussi toute une série de correspondances, etc. Mais qui était donc beaucoup plus ésotérique et beaucoup plus sibyllin, et qui s'intitule Roscher et Kniss et les problèmes logiques de l'économie politique historique. Alors, on ne connaît plus Roscher, on ne connaît plus Kniss, et on se demande bien quel problème logique pose l'économie politique historique. Donc, c'est pas très vendeur. Alors, c'est pas pour ça que j'ai choisi un autre titre. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, peut-être pour une raison qui est assez simple ou assez que je dois expliciter, mais qui est qu'en travaillant sur l'histoire des sciences humaines et sociales, puisque tel est mon objet, tout en faisant partie de ce monde des sciences humaines et sociales, je ne peux que souligner le fait que je suis en fait en permanence pris dans des sortes de boucles de réflexivité. Et les réflexions épistémologiques de Weber, si elles sont prioritairement un objet pour moi, ont aussi irrigué ma pratique de l'histoire des sciences sociales, d'où des effets de bouclage qui sont parfois difficiles à maîtriser. Et ça implique qu'en toute rigueur, mes enquêtes appellent en fait une historicisation, c'est ce que j'ai essayé de développer dans les articles là, que je vous mets sur la diapositive. Et ça sous-entend donc une sorte de réflexivité sans cesse répétée qui n'aura pas de terme, ou plutôt pour laquelle une régression à l'infini n'est pour moi pas une erreur logique, pas un défaut, mais au contraire simplement l'indice du fait que nous sommes tous, ou en tout cas moi, pris par une historicité irréductible. Donc voilà pourquoi j'ai tendance à concevoir et à dénommer mes enquêtes comme des enquêtes historicistes, au sens où précisément elles assument leur ancrage historique et le fait qu'elles pourraient toujours être menées différemment, c'est-à-dire selon d'autres perspectives, selon d'autres focales, et donc aussi donner d'autres résultats. Donc, comme vous l'avez dit, je m'intéresse plus généralement, on va dire, à développer une histoire transnationale de l'organisation et du partage des savoirs dans les aires linguistiques francophones, germanophones et anglophones, on va dire de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Et ce qui m'intéresse en particulier, ce sont les opérations de découpage, de classification, d'association, de relégation des sciences et des savoirs. Et alors, pour rendre compte des pratiques, des dynamiques et des controverses d'époque à ce propos, sans en même temps projeter des catégories anachroniques, c'est-à-dire les catégories qui seraient par exemple les catégories contemporaines, je parle le plus possible des dénominations que les savoirs, que les acteurs donnent eux-mêmes à leur savoir. Et ensuite, dans un deuxième temps, je cherche à identifier quelles pratiques ces dénominations, à quelles pratiques elles renvoient, et puis éventuellement l'existence de définitions concurrentes ou de luttes pour la définition légitime de tel ou de tel savoir. Et ça va être évidemment le cas des sciences de la culture, c'est pour ça que je le mentionne. Donc alors pourquoi avoir appelé ce volume Qu'est-ce que les sciences de la culture alors que ce n'est pas le titre du texte principal traduit et annoté et commenté dans ce volume?
c'est que c'est donc non seulement parce qu'il contient aussi toute une série d'autres documents et de correspondances inédits en français, mais c'est aussi parce que il y a actuellement, on pourrait dire depuis la réunification des deux Allemagnes, depuis le début des années 1990, une actualité, on va dire, universitaire, académique, intellectuelle, scientifique, de ce qui s'appelle en Allemagne les Kulturwissenschaften, donc les sciences de la culture au pluriel, qui sont nombreux à se réclamer de ce label, qui se veulent pluridisciplinaires, mobilisant des savoirs empruntés à la fois à la sociologie, tant quantitative que qualitative, à l'anthropologie, aux enquêtes de terrain, à l'analyse de discours, à l'étude des médias notamment, euh, et voilà, qui se retrouvent dans toute une série de formations dans l'espace académique germanophone, et dont le lieu le plus prestigieux est peut-être le Kulturwissenschaftliches Institut qui se trouve à Essen et qui a été lui-même fondé en 1989. Je ne reviens pas sur ce contexte politique, même s'il est intéressant en lui-même. Et puis, ce qui m'est apparu depuis un certain temps, c'est que dans les manuels et les formations qui produisent des histoires et des généalogies au long cours de ce domaine des Kulturwissenschaften, Weber figure toujours en bonne place comme une sorte de figure tutélaire de ces nouveaux cursus universitaires interdisciplinaires. Donc, on pourrait conclure de ça que c'est simplement une perspective commerciale qui me fait choisir ce titre, et donc une manière de céder à un tropisme contemporain. Alors, je vais essayer de vous expliquer que non, que c'est plus compliqué, mais je tenais à dire cela parce que c'est une des actualités importantes de Max Weber dans le monde germanophone, beaucoup moins dans le monde francophone. Euh, la première chose qui m'a frappé moi-même, m'a frappé quand j'ai commencé à m'apesantir sur les textes de Max Weber autour du début du XXe siècle, donc, et en particulier les textes qui ont trait à la question de méthode des sciences sociales, c'est le fait que Weber n'utilisait jamais le terme sociologie, et quand il utilisait le terme sociologie, c'était toujours avec des guillemets et avec méfiance. Il est pourtant, et je ne vous apprends rien, hein, considéré comme l'un des pères fondateurs de la sociologie, et donc fait l'objet de toute une série de publications. On en a là aussi des bibliothèques entières où il est considéré comme sociologue, promoteur de la sociologie, etc., praticien de la sociologie. Euh, En réalité, jusqu'en 1908, son usage est toujours méfiant, jamais de l'ordre de l'auto-étiquetage, mais toujours de l'ordre de l'hétéro-étiquetage. Il s'agit de désigner quelqu'un d'autre. Et puis, euh, de manière générale, avec une grande méfiance. Pour vous donner juste un exemple, hein, revenant sur ces questions de dénomination en 1910, il précise cependant, un dilettantisme bruyant avait à l'époque tellement discrédité le nom de sociologie chez nous que jusqu'à un passé récent, il y avait des savants sérieux qui hésitaient, il parle de lui-même hein, de cette manière-là, qui hésitaient à laisser naviguer ouvertement sous ce pavillon des travaux à caractère indiscutablement sociologique. Donc par sociologie, en réalité, Weber entend une pratique des sciences sociales dont la vocation est d'abord et avant tout d'énoncer des lois de la vie sociale, pratique qu'il rejette. Alors non pas parce qu'il est par principe hostile, j'y reviendrai hein, par la suite, mais à l'idée de loi hors du champ des sciences de la nature, mais parce qu'il explique qu'elle ne permet pas de saisir ce qui nous intéresse, ou plutôt ce qui intéresse l'historien ou le praticien des sciences sociales dans les phénomènes socio-historiques. Ce qui lui importe, c'est leur singularité. Au contraire, la sociologie, quand il emploie le terme, est définie par lui donc comme une science moderne, là aussi souvent un terme souvent utilisé entre guillemets, c'est-à-dire calquée sur les pratiques des sciences de la nature, c'est-à-dire nomologique, c'est-à-dire qui édicte ou qui au moins énonce des lois de la nature, et qui a tendance à penser le développement historique ou social de façon téléologique, en utilisant notamment le terme de progrès. Le mot progrès, Fortschritt en allemand,
quand il l'utilise, est lui aussi le plus souvent employé par Weber comme un repoussoir et entre guillemets. De manière générale, hein, les guillemets marquent chez lui ils sont quasiment toujours une marque de distance et de méfiance. Donc, par contre, lorsqu'il il cherche à caractériser sa pratique, autour du début du XXe siècle, Weber utilise dans ses textes deux expressions, soit Kulturwissenschaften, le plus souvent, donc sciences de la culture, ou Kulturgeschichte, histoire culturelle. Je suis donc reparti de cet étonnement et de cet écart avec le discours dominant, on va dire, de l'historiographie, euh, pour essayer de m'interroger sur sur ce qu'il entendait par Kulturgeschichte ou pour Kulturwissenschaften. Et ce qui m'est apparu à la lecture des textes, c'est que ces termes, surtout Kulturgeschichte, histoire culturelle, est un label très disputé à l'époque et que Kulturwissenschaften est une dénomination très marquée, très située, associée au travail de l'un de ses plus proches collègues et amis, Heinrich Rickert, ami aussi d'enfance, on va dire, et qu'il va faire sienne. Alors la question, c'est de savoir quel est l'enjeu. Pourquoi se battre sur ces termes? Pourquoi les mettre en exergue, etc. Pourquoi se prendre des distances vis-à-vis de sociologie? Je l'ai dit un peu. Je n'ai pas insisté sur un autre aspect qui est la proximité sémantique avec socialisme et toutes les connotations politiques que Weber récuse, qui est un autre facteur de mise à distance, comme chez Nietzsche. Les textes de Weber témoignent que Rickert est un collègue que Lamprecht, Karl Lamprecht, professeur d'histoire à l'université de Leipzig, est le collègue auquel il s'oppose le plus vigoureusement et systématiquement, surtout dans ces années-là, avec la plus grande véhémence, et qu'il associe à cette expression de Kulturgeschichte. Il s'agit donc de contester en gros, hein, le monopole que l'historien Karl Lamprecht tente de prendre sur l'expression Kulturgeschichte. Alors, pour ça, je dois vous expliquer un peu, oui, là c'était la diapositive sur le terme sociologie. Voilà, ça c'était juste pour vous rendiez compte un peu de Karl Lamprecht, donc, qui est une figure très importante des sciences historiques allemandes de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Et je vous ai mis exprès après son histoire allemande, donc il publie à partir de 1891, en plus de 13 volumes, je crois, au total. Euh, et à vrai dire, il faut préciser que Lamprecht, en faisant cela, c'est-à-dire en publiant une histoire allemande une vingtaine d'années après l'unification, Lamprecht élargit, à vrai dire, au départ, considérablement son champ d'expertise, de spécialité, puisqu'au départ, Lamprecht est un spécialiste d'histoire médiévale. À ce titre, sa démarche est provocatrice, puisqu'avec cette synthèse, il reprend ce qui est à l'époque l'objet de prédilection des historiens prussiens, héritiers de Ranke, à savoir la constitution de l'État-nation, tout en contestant leur méthode et le primat que ces historiens, hein, donc des gens comme von Siebel, Meinecke, etc., donc des acteurs comme ça, ou Ranke bien sûr, euh, le primat qu'ils accordaient aux facteurs politiques dans l'explication de la jeunesse de l'histoire allemande. Lamprecht va intégrer, au contraire, des sciences considérées jusqu'alors comme auxiliaires, la démographie, les statistiques, l'histoire économique, dans une sorte d'appréhension globale de l'histoire allemande. Quand on regarde la série des volumes, ce qui frappe d'abord, c'est que le premier volume, 1891, ne s'ouvre pas par un manifeste euh, important, pas d'avant-propos méthodologique, et à vrai dire, ce n'est qu'après avoir reçu les premières critiques à son histoire allemande que Lamprecht va expliciter ses conceptions. Les critiques, elles ne tardent pas, et elles sont commandées par le directeur de la plus importante revue d'histoire de l'époque, la Historische Zeitschrift, donc si on traduit la revue historique, et de son directeur Heinrich von Siebel, qui charge un autre historien, qui, à vrai dire, a déjà été rival de Lamprecht sur des postes universitaires, Georg von Below, de rédiger un compte-rendu des 3 premiers volumes de l'histoire allemande de Lamprecht. Et Bello va se mettre à la tâche et souligner de manière très circonstanciée tout ce qui, selon lui, est la marque de l'absence de professionnalisme de Lamprecht
et se concentre sur une revue de détail des erreurs commises au fil de l'ouvrage, donc une sorte de correction de copie. À ça, Lamprecht va réagir très brutalement, ce qui, de facto, va déjà le marginaliser pour longtemps parmi les historiens, même s'il va réussir à devenir le directeur de la seconde revue historique, la Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Mais ce qui met le feu aux poudres, à vrai dire, dans cette affaire, et va véritablement déclencher ce qui sera ensuite nommé la controverse autour de Lamprecht, c'est la recension positive de l'histoire allemande qui est faite par quelqu'un qui s'appelle Franz Mehring et qui est un célèbre à la fois historien, mais surtout pas historien dans le monde académique, mais historien de formation, et surtout journaliste socialiste, qui d'emblée va associer Lamprecht à la cause socialiste. Et très vite, ses adversaires vont l'accuser de matérialiste. De facto, Lamprecht est plutôt à l'autre opposé du spectre politique, hein, plutôt du côté de l'extrême droite, et en tout cas du parti colonial allemand, que du côté matérialiste. Mais cette association de Lamprecht avec le matérialisme va longtemps peser sur la réception de l'ouvrage. Donc il publie ensuite, en réaction à ça, en 1894, un avant-propos pour la seconde édition du premier volume de l'histoire allemande, et dans lequel il retrace l'évolution des méthodes des sciences de la nature pour montrer combien elles sont passées de descriptives à, pour le dire dans ces termes, génétiques. Et à ce titre-là, il s'oppose à celui qui était la figure tutélaire des sciences historiques du 19e siècle allemand, Ranke, en disant il ne faut plus se poser la question de savoir comment cela s'est-il passé, comment cela s'est-il déroulé, comment les événements se sont-ils déroulés, mais de répondre à la question comment cela est-il advenu. D'où cette insistance sur la dimension génétique. Le point de vue génétique, comme il le nomme lui-même, hein, défendu par Lamprecht, désigne une enquête qui approfondirait l'analyse des événements en partant de l'histoire culturelle, économique, juridique, intellectuelle, un point de vue dont il souligne l'affinité avec les sciences de la nature. Alors, à vrai dire, pour la plupart des représentants des sciences philologiques et historiques des universités allemandes de l'époque, ces deux événements vont faire d'une certaine manière système. D'un côté, l'adoption de méthodes issues des sciences de la nature par un historien va être perçue comme la traduction épistémologique d'une prise de position politique favorable au socialisme. Dès lors, donc, comme je vous le disais, la recension de Mehring va peser sur la réception de Lamprecht. En tout état de cause, Lamprecht va revendiquer le label d'histoire culturelle, de Kulturgeschichte, et s'appuyer pour ce faire sur la psychologie de Wilhelm Wundt, qui est alors son collègue à Leipzig, professeur de philosophie, responsable de ce qui est considéré comme le premier laboratoire de psychologie dans l'Allemagne universitaire, et surtout star de la science allemande à l'échelle internationale, puisque Américains, Français, etc., sont nombreux à se rendre à Leipzig pour faire une sorte de pèlerinage dans le laboratoire de Wundt. Alors, dans son article qu'il intitule Was ist Kulturgeschichte, qu'est-ce que l'histoire culturelle, Lamprecht mobilise les arguments de Wilhelm Wundt pour répondre à ses adversaires. Résumant d'une certaine manière l'état conflictuel du champ historique, il affirme que par-delà leurs oppositions, les partisans de l'orientation ancienne, c'est-à-dire les Ranke, etc., individualistes comme il le dit, comme de l'orientation récente, c'est-à-dire aussi la sienne pour lui, de l'histoire, qu'il appelle orientation collectiviste, dans laquelle il se reconnaît, tous les deux s'accorderaient pour voir dans la psychologie le fondement de toutes les sciences historiques. Donc là-dessus, il y aurait un accord. Mais là où l'écart se creuse, c'est sur la psychologie revendiquée, c'est-à-dire sur quelle psychologie seraient fondées les sciences, leur pratique des sciences historiques. Et Lamprecht montre que ce choix d'une psychologie ou d'une autre n'est pas anodin et détermine précisément le type de science historique pratiquée. Et c'est là qu'il reprend les catégories de la psychologie de Wundt et sa hiérarchie entre les psychologies matérialistes, intellectualistes et volontaristes, pour reprendre les termes de Wundt. Et c'est cette dernière, la psychologie volontariste, qu'il aurait adopté, lui, Lamprecht, et emprunté à Wundt pour fonder son histoire allemande et sa manière d'écrire cette histoire culturelle.
En gros, il reprend la critique par Wundt de la conception moderne du politique, qui serait centrée sur l'individu, et la revalorisation, justement, par Wundt de la conception antique de l'homme comme un animal social, qui serait donc le cœur de l'enjeu de la distinction à l'égard des sciences historiques individualistes. Changer de psychologie, fonder l'histoire sur la psychologie des peuples, ce que Wundt appelle la Völkerpsychologie, nécessiterait de revenir sur le primat de l'histoire politique, d'autant donc que la psychologie volontariste de Wundt montre que les phénomènes psychiques manifestent une forme de causalité spécifique. Alors, face à ces prises de position de Lamprecht, à la reprise de Wundt, etc., et à ce contexte de Leipzig, euh, il est ce collègue et ami d'enfance de Weber, dont j'ai déjà parlé, Heinrich Rickert, donc qui à l'époque est professeur de philosophie à l'université de Fribourg, dans l'ouest de l'Allemagne, Fribourg en Brisgau. Il va déployer une sorte de contre-feu à partir de 1899 dans un opuscule, d'abord dans un petit opuscule, puis après dans un gros ouvrage qui s'intitule Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, donc sciences de la culture et sciences de la nature, qui est d'abord une conférence où l'objet est d'abord et avant tout de prendre explicitement position contre Lamprecht et de mettre un terme aux prises de position précisément de cet historien dont les volumes continuent à s'accumuler, puisqu'il faut quand même peut-être préciser que Lamprecht est un graphomane. Donc l'objectif de Rickert, c'est de fixer des limites à ce qu'il voit comme une sorte d'emprise et d'empire des sciences de la nature sur les sciences de la culture. Et donc, dès le début de son opuscule, et pour quelque part justifier l'opportunité de son intervention, il fait de la querelle autour de Lamprecht l'exemple paradigmatique des confusions conceptuelles conduisant à chercher dans la pratique des sciences de la nature une méthode pour les sciences de la culture. Alors, si vous lisez le volume jusqu'à son terme, alors une version bien ultérieure et bien augmentée de ce volume a été traduite en français par Marc Delaunay, notamment il y a quelques années, ça s'appelle Sciences de la nature et sciences de la culture, je crois, et vous verrez que la fin de l'opuscule se clôt sur une violente charge politique. Rickert inscrit l'écriture collectiviste, puisque c'était le terme utilisé par Lamprecht de l'histoire, dans une généalogie qui remonte à Condorcet et passe par la conception matérialiste de l'histoire, guidée par une prise de position politique et nullement scientifique, je cite Rickert, par des souhaits sociodémocrates, cette façon d'écrire l'histoire commettrait l'erreur de ne retenir que ce qui relève de l'histoire économique. Rickert dénonce en outre les idéaux, je le cite toujours, démocratiques qui la sous-tendent et conduisent à négliger les, entre guillemets, grandes figures au profit de la masse, die Menge, mais aussi le choix il le dit explicitement dans son texte, du point de vue du prolétariat qui l'amènerait à considérer principalement les valeurs, là aussi je le cite, les plus animales. Bon, vous voyez que la querelle est loin d'être une querelle purement épistémologique, qu'elle a des connotations axiologiques, sociales, politiques très nettes. Rickert dénonce l'opposition opérée par Lamprecht entre histoire culturelle et histoire politique, non pas pour se ranger du côté de l'histoire politique, mais pour rappeler que l'État, pour lui, est tout autant un objet culturel que l'économie ou l'art. Euh, voilà. Il se démarque, certes, donc des critiques de Lamprecht opérées par les historiens. La langue, l'art ou la science sont, dans une large mesure, tout à fait indépendants de l'État. Rickert affirme donc emprunter sa définition au langage courant. Alors, je vous donne la définition de la culture qu'il donne dans ce petit opuscule en 99. Il dit: nous comprenons par ce terme la totalité des objets auxquels sont attachées des valeurs universellement reconnues, c'est très important après dans le débat avec Weber, sans ajouter la moindre détermination de contenu. Ça aussi, c'est très important, l'absence de corrélat empirique. Pour comprendre cette définition et l'importance qu'elle va avoir pour Weber, il faut rappeler que pour Rickert, nature et histoire n'existent pas en tant que telles, mais elles dépendent du point de vue que l'historien ou le praticien des sciences sociales adopte pour interroger la réalité empirique.
Je cite Rickert qui dit: La réalité empirique devient nature quand nous l'envisageons sous l'aspect de l'universel. Elle devient histoire quand nous l'envisageons sous l'aspect du particulier. En un premier sens, l'histoire désigne donc le cours individuel et unique d'une chose, et non pas, j'avance un peu, j'anticipe déjà un peu, hein, et non pas le résultat d'actions individuelles libres. Pour Rickert, les deux grandes orientations scientifiques, celles des sciences de la nature et des sciences historiques, il parlera après de sciences de la culture, hein, qui sont une sorte de déclinaison des sciences historiques, sont soumises à une même contrainte, celle de l'infinité qualitative et quantitative du réel, qui rend illégitime l'idée qu'on puisse développer une science exhaustive du réel, ou qui serait un simple reflet du réel. Donc, chaque scientifique ou chaque savant doit concevoir son activité comme relevant d'abord et avant tout de ce qu'il nomme un principe de sélection, une expression que reprendra Weber, qu'il nomme aussi Rickert, hein, a priori ou parfois préjugé, Vorurteil. Il considère à ce titre comme essentiel, je le cite toujours, non pas ce qui est propre à la réalité d'une chose, mais ce qui a été sélectionné en fonction du principe directeur choisi, qu'il nomme aussi point de vue, Gesichtspunkt, ou intérêt, Interesse. Là, il y a toute une référence à la thématique de l'intérêt chez Kant ou chez Fichte, je ne détaille pas ce point. Les sciences de la nature, donc, qui sont définies par leur objectif, à savoir la formation de concepts généraux, l'énonciation de propositions générales, considèrent ainsi que ce sont les traits communs définis par des concepts généraux qui sont essentiels dans les choses et les processus. Pour les scientifiques de la nature, ou du point de vue des sciences de la nature, l'individuel n'est jamais l'objet d'un intérêt propre. Il est tout au plus, on va dire, ce qu'il appelle lui-même l'exemplaire d'un concept général. Exemplar est le terme allemand utilisé. Inversement, le principe de sélection des sciences historiques, qui cherche à expliquer l'individuel en tant que tel, considère le simple exemplaire comme inessentiel. La spécificité de la perspective des sciences historiques, c'est au contraire de commencer là où se terminent les sciences de la nature, c'est-à-dire lorsqu'elle a affaire à une irréductibilité ou à une singularité historique associée à des valeurs. Et c'est ça qui le hisse au-delà du niveau de ce qu'il appelle aussi une simple nature. Donc il y aurait une spécificité particulière des objets, des objets culturels. Cette combinaison explique la dénomination que j'utilise souvent, et qui est un peu plus précise que celle qu'utilise Weber, qu'utilise souvent Rickert, qui est l'expression science historique de la culture, historische Kulturwissenschaft. Le terme culture indiquant d'une certaine manière le critère matériel qui va orienter différemment notre intérêt. Alors je cite un passage un peu long, mais qui me paraît assez révélateur des enjeux. Nous trouverons que nous n'avons la plupart du temps, pour les réalités auxquelles n'est liée aucune valeur, ou qui ne sont porteuses d'aucun sens que nous puissions comprendre, et que nous considérons de ce fait en tant que simple nature, au sens déjà indiqué du terme, d'autre intérêt que celui qui relève des sciences de la nature au sens logique. Leur configuration singulière n'est pas envisagée dans son individualité, mais communément en tant que simple exemplaire d'un concept plus ou moins général. Au contraire, il en va tout autrement pour les processus culturels qui sont chargés de valeur et de sens, et pour les événements que nous rattachons à la culture parce qu'ils en représentent les états préliminaires. Notre intérêt est alors ici dirigé sur le particulier et l'individuel, ainsi que sur leur déroulement unique. C'est pourquoi nous voulons les connaître historiquement de façon individualisante. Alors, si je reviens à Max Weber intervient de manière relativement tardive dans la querelle autour de Lamprecht, alors cette querelle apparaissait en gros close vers 1899 avec cette réponse de Rickert, et en fait c'est à la relance de cette controverse que Weber va réagir. C'est alors que Lamprecht publie en 1902 un volume portant sur l'époque contemporaine. C'est ça qui ranime la polémique.
Et vont se succéder la même année la publication du deuxième volume du livre de Rickert qui s'intitule Les Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, donc les frontières ou les limites de la conceptualisation dans les sciences de la nature, qui prend ouvertement pour cible Lamprecht. La conférence d'Edward Mayer zur Theorie und Methodik der Geschichte, sur la théorie et la méthode en histoire, et laquelle, selon Weber, critiquerait de manière inadéquate, on va dire, Lamprecht, et qui donnera lieu à le texte sur l'introduction aux sciences de la culture, à la logique des sciences de la culture que publie Weber en février 1906. Et donc aussi ces articles dont je vous ai parlé sur Roscher et Knies, qui m'intéressent plus particulièrement. Tardive, la réponse publique de Weber aux prises d'opposition de Lamprecht n'en est pas moins très virulente. Il s'en prend à l'identification opérée par l'économiste Roscher entre ce qui a un caractère, et de manière générale toute une série d'auteurs, hein, entre ce qui a un caractère nomologique et ce qui est essentiel, et montre au contraire l'étendue des ravages que ce type d'identification a occasionné une fois qu'elle est appliquée par Lamprecht dans son histoire allemande. Alors là, je vous donne juste un petit passage de la critique par Weber de l'histoire allemande de Lamprecht. Vous allez voir qu'il ne ménage pas Lamprecht. Si on la prend au sérieux, on peut particulièrement bien prendre conscience de l'effet pratique d'une telle identification sur la manière de présenter l'histoire lorsqu'on lit la Deutsche Geschichte de Lamprecht, où certaines œuvres éphémères de la littérature allemande sont désignées comme importantes du point de vue du développement historique, parce que sans leur existence, le cours prétendument régulier sur le plan nomologique des divers impressionnismes, entre guillemets, ne pourrait pas être construit dans le psychisme social de manière à correspondre à la théorie, et où, d'autre part, des personnalités rétives à la théorie, comme les artistes Klinger et Böcklin, entre autres, sont placées comme du mortier dans les joints entre les parties de la construction, c'est-à-dire rangées sous le concept générique d'idéaliste de transition, c'est l'expression de Lamprecht, et où même la signification de l'œuvre tout entière de Richard Wagner se tient et chute non pas en fonction de ce qu'elle signifie pour nous, mais en fonction de la question de savoir si elle se situe dans une ligne de développement déterminée et postulée d'un point de vue théorique. En gros, si vous voulez, c'est la priorité donnée à la théorie sur l'analyse fine des singularités historiques, notamment ici des œuvres d'art et de leurs producteurs, qui est la faute massive, on va dire, ou l'erreur massive de Lamprecht pour Weber. Donc l'analyse de Lamprecht semble tout entière prédéterminée par le cadre théorique qu'il aurait choisi, par sa psychologie nomologique, et donc aurait pour corrélat son incapacité à saisir l'originalité des époques culturelles et différents producteurs culturels. Alors, pour critiquer Lamprecht, Weber va emprunter à Rickert la distinction entre deux termes très importants, Wertung, l'évaluation, et Wertbeziehung, le rapport à des valeurs. Alors, c'est une distinction que fait Rickert dans le cadre de sa caractérisation des sciences de la culture, pour distinguer les jugements de valeur d'un côté, portés sur l'histoire, et qui, je le cite, perturbent toute objectivité scientifique, du rapport à des valeurs transcendantales propres aux sciences historiques de la culture, qui, elles, au contraire, orienteraient l'intérêt du savant et renverraient à une universalité postulée. Pour lui, ces sciences ne sauraient se réduire à présenter je cite, un ensemble confus et dépourvu de sens de formation individuelle. Elles supposent, je le cite toujours, je cite Rickert, une séparation entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, eu égard à des valeurs culturelles. Simplement, cette séparation reste le plus souvent implicite et évidente. La tâche de la logique est de mettre au jour ces évidences et de dévoiler, je cite toujours Rickert, que le principe méthodologique de sélection propre à l'histoire est dépendant de la position d'une valeur ou d'une finalité. Afin d'atteindre donc ce qu'il continue à appeler l'objectivité de l'histoire, Rickert, ces valeurs ne doivent pas être arbitraires, comme il le dit, mais doivent être universellement valides, c'est-à-dire universellement considérées comme valides par
les spectateurs de cette histoire ou les lecteurs de ces histoires. Alors, c'est là, c'est de cet universalisme postulé que Weber va s'écarter. En effet, dans tout son travail, il ne cesse de souligner le caractère historiquement situé et perspectif des valeurs rectrices de l'enquête des sciences de la culture. L'expression Wertbeziehung, il l'emploie certes une quinzaine de fois, notamment dans ses textes sur Röscher-Rücknitz et de manière générale beaucoup plus, mais s'il reprend bien la différence donc, entre évaluation d'un côté et rapport à des valeurs, Weber n'érige jamais le rapport à des valeurs à un rang transcendantal et universel, nécessairement partagé par tous. Donc, alors que pour Rickert, la validité des valeurs directrices des enquêtes historiques est au moins exigée, c'est son expression, de tous les membres d'une communauté culturelle, Weber n'inscrit pas les interrogations scientifiques dans une sorte de transcendantalisme anhistorique, mais il souligne au contraire leur genèse historique et le fait qu'elles ne sont pas liées à des valeurs qui tendent à l'universalité. Il dit par exemple, il est hors de doute que les idées de valeur sont subjectives. Donc, il défend d'une certaine manière un perspectivisme beaucoup plus radical que Rickert. De manière générale, empruntant à Rickert et à son maître, au maître de Rickert, Windelband, Weber réaffirme le primat d'un critère qu'on pourrait dire gnoséologique, c'est-à-dire qui relève de la théorie de la connaissance de classement des sciences, sur tout type de critères ontologiques. Ça se traduit par le refus du mélange entre des considérations métaphysiques d'un côté dans la définition de l'objet des sciences de la culture. Weber va de facto beaucoup lutter, et constamment même lutter, contre tous ceux qui ne feraient que réactiver l'idée kantienne d'une causalité par liberté. Ce n'est pas ça qui doit être le critère des sciences historiques. Ce n'est pas celle de saisir l'action d'un individu qui serait libre au sens kantien. Pour Weber, ça conduit un grand nombre de ses collègues à considérer à tort que l'irrationalité de l'action humaine, son irréductibilité, si vous voulez, à toute forme de causalité physique, serait l'indice de la valeur inestimable des sciences de l'esprit. C'est ce que disaient d'autres à l'époque, hein, comme Dilthey par exemple, mais pas du tout pour Weber. Et pour cela, il va commencer par découpler la scientificité de la seule recherche des lois, en expliquant qu'il faut absolument distinguer cause et loi, parce que si on ne distingue pas l'un et l'autre, on assimile l'ensemble de la scientificité à la recherche de lois. Et on a tendance aussi de retomber, dans ces cas-là, à une opposition entre déterminisme et liberté. Donc, en faisant au contraire de la causalité, ce qui serait une sorte de dénominateur commun de la scientificité, par-delà la différence entre sciences de la culture et sciences de la nature, il va contester tous ceux qui prétendent que l'action humaine présente une spécificité ontologique irréductible, un caractère acausal, qui serait précisément l'indice du libre arbitre. Et même, il va même jusqu'à dire, hein, il est très provocateur, loin de présenter une moindre prévisibilité, les actions humaines seraient au contraire, selon lui, beaucoup plus prévisibles, précisément parce qu'on peut leur imputer des motivations. Là où ce n'est pas le cas, si vous voyez la chute d'une pierre depuis une falaise, à moins d'identifier la motivation d'un individu qui aurait détaché cette pierre, ce n'est pas possible de le faire dans le cas d'un phénomène qui serait purement physique. C'est pas, au contraire, cette motivation est très nette lorsqu'on analyse le comportement d'individus. Donc, Weber n'est pas du tout, pour autant, on va dire, un défenseur de l'absence de spécificité des sciences de la culture. Il revendique, au contraire, à la suite de Rickert, un critère gnoséologique pour l'affirmer. Et donc, plutôt que d'une caractérisation de l'action humaine, il va partir du but du savant. Quel est l'objectif du savant? Qu'est-ce qu'il est légitime de se proposer comme fin? Et à ce titre, il ne défend pas une thèse métaphysique, donc ce que j'ai déjà dit sur la spontanéité de l'action humaine, mais il va dire que ce n'est pas illégitime que de chercher ou d'imputer des motivations à des actions qu'il identifie. Donc son point de départ, ce n'est pas la structure de l'action, ce n'est pas son origine, ce n'est pas l'essence de l'action, mais c'est l'intelligibilité à laquelle elle peut légitimement, à laquelle
légitimement prétendre le savant. Donc par la suite, Weber ne parle pas de la spontanéité ou de la finalité intrinsèque aux actions de l'homme, mais il souligne plutôt leur interprétabilité. Donc il se prononce sur des procédures d'intellection, sur des pratiques explicatives et pas sur une supposée essence des actions humaines. Alors, ce faisant, il faut pas contourner le problème, mais essayer de rendre compte du fait que pour lui, le sens de l'action humaine n'est pas intrinsèque et que donc c'est de l'ordre de ce travail d'imputation. Et c'est là qu'on voit tout son héritage de juriste. Il a d'abord une formation de juriste et c'est ce qu'on voit beaucoup dans cette thématique de l'imputation. De façon provocatrice, Weber se plaît à souligner que certaines actions, d'ailleurs, n'ont pas de sens. Il arrive, je le cite, il dit par exemple qu'il arrive que le faire humain se comporte comme la chute du bloc de pierre. Et c'est par exemple le cas de certaines pathologies ou d'un comportement réflexe. Dans ces cas-là, inutile d'aller chercher du sens là où il n'y en a pas. Il faut juste constater le phénomène comme on constaterait la chute d'une pierre. En somme, donc Weber ne développe pas une sorte d'ontologie du sens. Il considère qu'une interprétation est possible lorsqu'il peut imputer à un événement quelconque un sens subjectif. Le sens, c'est pour l'essentiel un postulat qui est recevable tant que les événements réels n'entrent pas en contradiction avec lui. Si par contre, la motivation apparaît, l'imputation de motivation apparaît comme dans une procédure judiciaire impossible, eh bien, l'altération, pour reprendre de manière anachronique des termes actuels des principes de justice, l'altération du discernement ne permet pas d'imputer l'abolition du discernement ne permet pas d'imputer un sens, une motivation à l'action. Alors, Weber va caractériser la méthode des sciences de la culture par la pratique de ce qu'il appelle la compréhension. Et c'est l'usage de cette expression, qui se trouve déjà notamment chez Ricoeur, a suscité beaucoup de malentendus et a suscité l'idée selon laquelle il ferait partie d'un groupe où on pourrait reprendre l'expression générique utilisée par Raymond Aron pour le désigner, de ceux qui seraient défenseurs d'une théorie allemande de l'histoire. C'est l'expression qu'emploie Raymond Aron dans sa thèse secondaire. Euh, donc, on a donc beaucoup été amené à dire que Weber était l'un des représentants de la sociologie compréhensive allemande. Là-dessus, je vous renvoie à l'excellent article de Catherine Koelletelen qui s'appelle La critique du mythe de la sociologie compréhensive allemande. Voilà. En tout cas, cette lecture suggérait que d'une part, on ait une opposition géopolitique entre les positivismes franco-britanniques, notamment Durkheim d'un côté, et la sociologie allemande, et qu'on aurait érigé l'idée qu'il y aurait un fossé infranchissable entre deux pratiques scientifiques, l'explication et la compréhension. Alors, cette lecture par l'historiographie fréquente, cette lecture fréquente qui est faite depuis Aron au moins, même si c'est plus compliqué chez Aron dans les faits, est en fait hautement problématique, puisque si on regarde bien ce que dit Weber, Weber définit la compréhension comme, je le cite, le fait de fournir une motivation concrète qui puisse être revécue intérieurement ou un complexe de motivation de ce genre auquel nous l'imputerions avec un degré d'univocité variable selon les sources. Alors désolé pour et la formule initiale et la traduction, mais le vocabulaire de la motivation, qu'on trouve d'ailleurs aussi chez Ricoeur, sert d'une certaine manière à déplacer sur le terrain épistémologique la question métaphysique traditionnelle de la téléologie, au lieu d'une certaine manière de l'évacuer purement et simplement. Alors pour Ricoeur, l'idée c'était que l'erreur serait d'opposer le raisonnement causal au raisonnement téléologique. Il y a bien une différence pour lui, puisque le raisonnement causal pense la production de l'effet par des causes qui le précèdent chronologiquement. Euh, mais, alors, mais, voilà, ce n'est pas le cas. Bon, il me manque une feuille que j'ai perdue quelque part, mais c'est pas grave. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout
Dans le cas du raisonnement téléologique, on a aussi affaire pour lui à un raisonnement causal. On a affaire à un raisonnement causal qui pense les représentations comme des facteurs producteurs d'effets. Et donc, on est dans une situation précisément où on n'a pas une opposition entre une compréhension des motivations d'un côté et une explication des facteurs causaux. Tout ça est ramené sous le terme générique de causalité et à partir duquel on pense précisément les relations, la production d'effets. Que ces effets soient des effets pourvus de sens ou dépourvus de sens. Alors, et à ce titre-là, Weber essaye sans cesse de repousser les limites de la possibilité d'imputer du sens. D'où son intérêt pour toute une série de psychologies, notamment les psychologies compréhensives, celle de Karl Jaspers, notamment la psychanalyse, etc. Donc, afin de développer des possibilités interprétatives. L'interprétation, pour Weber, étant précisément cette capacité à déceler du sens dans les actions ou dans les phénomènes qu'il étudie, qui sont alors érigés au rang d'action. Alors, le modèle principal de l'interprétation, et ça c'est très connu, donc je ne sais pas si je dois y revenir longtemps, mais je le redis quand même parce que c'est très important, c'est l'idée que pour être particulièrement bien compris, les actions, les actions, on peut interpréter de manière intentionnelle, de manière rationnelle, en finalité. D'accord? Donc, voilà le type de schème, ce qu'il appelle idéal type. D'idéal type, donc ça ne correspond pas nécessairement à la réalité des actions, mais à une sorte de figuration un peu caricaturale qu'on peut donner des types d'actions, des types de détermination de l'action, qui permettent de rendre compte des actions réelles. Et donc, celle qui est le plus mobilisée, c'est celle-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des actions motivées par des émotions, par des valeurs, etc. etc. Et Weber va développer différents types de détermination. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il emprunte à l'économie, en particulier à l'économie marginaliste, ce modèle de l'interprétation rationnelle en finalité, comme un modèle par rapport auquel saisir la singularité du réel. Donc l'idée, c'est pas de plaquer ce modèle économiste de l'homo economicus sur le réel, mais de saisir l'écart entre le réel et ce qui lui sert de modèle. Alors, je dois faire un peu attention à l'heure. Je voulais vous parler d'une dernière chose, mais peut-être qu'il vaut mieux que je laisse le temps à la parole. C'était combien, en fait, ce terme de Kultur était un terme qui, à l'époque, et faisait l'objet de développement très important. Je pense qu'il vaut peut-être mieux le laisser de côté. Et puis, je voulais interroger un petit peu quelque part l'ethnocentrisme, la question de l'ethnocentrisme, la définition de la culture chez Max Weber. Mais je peux y revenir dans la discussion, dans la réponse aux questions. Il vaut mieux que la discussion puisse avoir lieu. Voilà.